Bienvenue pour cette réunion du Conseil qui a été convoquée par lettre en date du 14 juin avec l'envoi des documents préparatoires. Avant de démarrer quelques propos liminaires, je voudrais... Alors, il s'avère que ce soir, on a un certain nombre de conseils d'école, donc on a des collègues qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, Madame Benama a donné pouvoir à Monsieur Mafri. Madame Bugeja a donné pouvoir à Monsieur Gerson. Madame Échard, jusqu'à ce qu'elle arrive, a donné pouvoir à Madame... Comme elle est arrivée. Elle est rapide. Voilà. Madame Folly a donné pouvoir à Monsieur Comencas. Bernadette Duguerry à Monsieur Bidouille. Bernard Keller à moi-même. Françoise Laborde, jusqu'à ce qu'elle arrive, à Christian Cortés. Bernard Loumagne a donné pouvoir à Gilbert Azas. Laurence Massette, jusqu'à ce qu'elle arrive, à Maryse Cojol. Fabienne Négrier à Sylvie Bousquet et Stéphanie Sens jusqu'à ce qu'elle arrive à Christian Bergon. Donc, nous n'aurons pas la totalité des votes puisque M. Rasselot n'a pas pu donner pouvoir. Il sera pas là non plus. Comment ? Ah, et M. Pozza a donné pouvoir à M. Léonard, mais aujourd'hui, là à 17h. Ah, d'accord. Bien, donc, pas pourquoi, voilà. C'est comme ça. Bien. Je voudrais, avant d'ouvrir cette séance, faire l'état un petit peu de ce qui a marqué la vie de la ville de Blagnac depuis le conseil municipal du 28 mars, qui a été le dernier conseil. Bienvenue, monsieur le trésorier. Vous venez pour le compte de gestion, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Merci, monsieur le trésorier. Bien. Vous êtes le bienvenu. C'est la première fois que vous venez au conseil municipal de Blagnac. Vous êtes le bienvenu. Merci. Donc, je voulais évoquer un certain nombre d'événements. Donc, bien sûr, Luluberlu, au niveau de la culture, 24 000 visiteurs, 11 241 entrées dans la salle et 8 600 au spectacle Aldebert. Donc, toujours pareil, malgré une météo qui n'a pas été très favorable, le festival a connu un succès qui ne se dément pas. Le lancement de la saison d'Audisud, 65 spectacles cette année. Là aussi, un accueil très favorable puisque... alors, on a une satisfaction cette année, c'est que les réservations par Internet fonctionnent bien et que je crois qu'on a déjà battu les records de la première heure avant-hier. Et particularité, et je voudrais ici le souligner, le saluer, Audisud est en partenariat avec l'ARIA de Cordes-Barieux, et nous avons 5 spectacles communs entre ce qui va se passer à l'ARIA de Cordes-Barieux et Audisud, et je m'en réjouis. Et je pense que tout le monde ici s'associe à ça, parce que je crois que ce qui est important, c'est d'élargir l'offre culturelle du nord-ouest de l'agglomération. Ensuite, on a eu une manifestation tout à fait originale, ça a été Au revoir à l'aérogare. Là aussi, 500 participants et un grand moment d'émotion. J'ai reçu un certain nombre de mails de gens qui m'ont dit je me suis retrouvé dans l'école dans laquelle j'avais commencé, des gens que je n'avais pas vus depuis 20 ans ou 30 ans, c'était tout à fait intéressant. Bien sûr, l'inauguration de l'hôtel de ville, mais bon, l'inauguration, c'est un moment assez classique. En revanche, ce que je voudrais retenir, c'est les portes ouvertes. Près de 300 Blagnacais sont venus samedi matin, à qui on a fait faire la visite de l'hôtel de ville. Et je dois dire qu'effectivement, les gens ont été plutôt satisfaits de ce qui se passe. Quand je dis plutôt, c'est un euphémisme, puisque effectivement, chacun a pu nous faire part de sa satisfaction de voir ce nouvel hôtel de ville. Nous avons également lancé une concertation au niveau des anciennes serres municipales pour créer un jardin dont on ne connaît pas encore le nom, puisque ce sont les habitants qui donneront le nom de ce jardin. Je voudrais là aussi souligner le caractère extrêmement participatif. Nous avons proposé aux habitants un dessin de ce que pouvait être ce que nous pensions être un square. Ils nous ont dit on ne veut pas de square, et puis votre dessin ne correspond pas à ce que nous souhaitons. Et ils ont donc eux-mêmes, avec l'architecte paysagiste qui a travaillé sur le dossier, redessiné eux-mêmes ce qu'ils voulaient véritablement comme jardin. Et donc, je crois que c'est lundi soir qu'ils vont décider du nom qu'ils veulent donner à ce jardin. Et
Et c'était intéressant. Hier soir, nous avons donc posé la première pierre de cette opération des Cèdres autour de la maison de quartier d'Audi Sud. Et là aussi, c'était un moment tout à fait chaleureux et intéressant. Les Assises de la culture ont eu lieu donc le 9 avril avec la présentation de ce que sont aujourd'hui les arts de la rue, les arts urbains, je dirais les arts modernes. Et c'était tout à fait intéressant parce que ça s'inscrit dans la démarche et dans ce que nous avons souhaité autour de la création de cette école des arts urbains. À cet égard, nous disposons déjà d'une fresque et là aussi un accord, un partenariat avec le collège. J'invite celles et ceux qui ne l'ont pas vu à aller voir la fresque qui a été faite au collège Mermoz. Et puis, je pense qu'on en aura une autre bientôt, d'abord à Mermoz, et puis de toute manière, on est déjà sollicité sur d'autres théâtres. Voilà. Le point suivant, c'est que le processus des voisins solidaires s'organise. On a eu Trio, on a Miro, et ce sont des dispositifs qui aujourd'hui commencent à prendre corps. Ce sont les Blagnaquais qui prennent ces initiatives, bien sûr. On les accompagne, notamment avec la police municipale, mais ce sont des choses qui fonctionnent. Et parallèlement, la police nationale a lancé ce qu'on appelle le groupe partenariat opérationnel, c'est-à-dire que nous nous voyons régulièrement pour mettre en synergie les actions de la police nationale et ceux de la police municipale. Et puis, l'enquête publique pour la 3e ligne de métro est partie. Elle est partie du 6 juin, elle va aller jusqu'au 18 juillet. Et donc, effectivement, on aura là l'occasion de faire part de nos remarques. Je voudrais aussi souligner quelque chose. Nous avons pu certifier ISO 9001, le service de la commande publique. Je suis véritablement très, très heureux de cette certification. Et je suis d'autant plus heureux que, à travers les lignes, il semblait que la Chambre régionale des comptes mette en doute un certain nombre de processus utilisés sur la commande publique. Je peux vous dire que ça a généré de l'émotion au niveau du service de la commande publique parce que s'il y a quelque chose qui est regardé avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, c'est précisément ça. Et la preuve, c'est que sans la moindre remarque, nous avons cette certification. Je voudrais remercier ma collègue Françoise Folly qui a piloté ça. Bien sûr, remercier les équipes. Et cette certification 9001 n'est que la première étape au niveau de la commande publique d'un dispositif qui va se poursuivre au niveau de l'état civil, dans un premier temps au niveau des finances, etc. Donc, l'objectif étant d'avoir une certification générale ISO 9001, donc certification qualité pour l'ensemble des services de la mairie. Juste pour terminer, quelques opérations ou dates à venir. Donc le 26 juin, à l'auditorium, nous allons restituer aux habitants qui ont suivi les réunions de présentation du schéma directeur d'aménagement un petit peu les remarques qu'ils ont faites. Le 21 juin, fête de la musique. Je ne sais pas si elle sera arrosée ou pas, monsieur Moureau. Non, pas de problème. La pluie demain matin, mais pour la soirée, ce sera mieux. Très bien. Le lendemain, donc, la soirée DJ Fanou, et puis, bien sûr, l'apothéose, ce sera dimanche avec la fête champêtre. Et là, en revanche, je sais que nous aurons beau temps. Beau et très chaud. Vous pouvez venir en petite tenue. 33 degrés. Merci. Et puis, donc, on lancera les estivités le 30 juin. Et à partir du 14 juillet, nous recevrons la délégation de Boxéoul. Voilà, chers collègues, les points que je souhaitais évoquer en préliminaire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole par rapport à des propos préliminaires? Non? Bien, si vous le voulez bien, je vous propose donc qu'on démarre sur l'ordre du jour de ce conseil. Donc, avant tout, je vais désigner le secrétaire de séance. Alors, ce sera Sylvie Bousquet, si elle l'accepte. Bien. Donc, ce sera Sylvie Bousquet. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur le procès-verbal du conseil municipal du 18 avril? Non. Très bien. Il est adopté.
l'ordre du jour, il y a deux choses. On a retiré une délibération, la délibération sur la rénovation des façades, parce que le dossier n'était pas suffisamment abouti. Et en revanche, il y a eu un projet, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la délibération relative à la demande des cessions de logements locatifs. Il y a eu donc un oubli parce que les choses ont été un peu compliquées avec la métropole sur ce sujet. Et puis, la modification de la délibération numéro 42, parce que on a eu un désistement sur les attributions des bourses BAFA, et donc nous n'avons que 11 bénéficiaires au lieu de 12. Juste pour vous informer que j'avais donné des dates du conseil municipal, notamment de novembre. Et donc, nous avions décidé ensemble de tenir ce conseil municipal le 21 novembre, mais il s'avère que le même jour, il y a un conseil de métropole. Or, compte tenu de la durée des conseils de métropole, il eût été un peu difficile de le maintenir, et donc le conseil de novembre sera avancé au mardi 19. Bien, on va donc passer à l'ordre du jour, à moins qu'il y ait d'abord des demandes sur les décisions du maire. Il n'y a pas de demande. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Je voulais juste intervenir sur la décision 196. Pourquoi l'entretien de la piscine et de la patinoire sont externalisés et ne sont pas assurés par les services municipaux? Il semblerait que cela confirme que petit à petit, les services d'entretien et tout ça vont être privatisés. Voilà. Ce n'est pas la première année, c'est systématique. Il s'agit de travaux qui sont des travaux, pas des travaux courants. Il est évident que l'entretien courant tous les jours est assuré par les services, puisque nous avons des services techniques dédiés à ces équipements. Là, il s'agit d'un dispositif qui est un dispositif préalable à la remise en route. Et donc, à partir de là, effectivement, et les services eux-mêmes le savent, on a recours à des sociétés spécialisées. Mais vous le verrez tout à l'heure, nous ne sommes pas du tout dans un schéma d'externalisation systématique. J'en apporterai la démonstration. D'autres interventions, d'autres remarques? Monsieur Bourreau. Oui, une petite information, puisque vous expliquez qu'on va vers une privatisation du service de l'entretien. Non seulement ce n'est pas le cas, mais est prévue la titularisation de 8 contractuels à très court terme. Ça veut bien dire qu'on pérennise des fonctionnaires pour assurer l'entretien des équipements de la ville. Bien, cette précision est à apporter. Je vous propose de passer à la première délibération. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir notre comptable public. Et donc, je vais vous demander en première délibération d'approuver le compte de gestion qu'il a élaboré. Ce compte de gestion étant totalement conforme au compte administratif que je vous présenterai tout à l'heure. Mais avant de présenter le compte administratif, je dois faire approuver le compte de gestion. Donc, je vais mettre aux voix sur le compte de gestion qui approuve le compte, qui n'approuve pas le compte de gestion, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Donc, voyez, monsieur le receveur, le compte de gestion est approuvé à l'unanimité du conseil municipal. Dans tous les cas, je veux profiter de ce moment simplement pour me féliciter de la façon dont nous travaillons avec les services du Trésor en totale complémentarité. Et dès qu'une question se pose, nous l'abordons ensemble. Et merci. Et transmettez à vos équipes aussi ce message en souhaitant bien sûr que nous continuions à travailler dans le même état d'esprit avec vos services. Merci. Merci. Bien, on va donc passer à la présentation du compte administratif. Donc, ce compte administratif 2018, là aussi, me paraît tout à fait intéressant parce qu'il assure la continuité de ce que nous avons fait jusqu'ici
à savoir un programme d'investissement ambitieux que nous sommes en capacité de financer par une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement notamment, quoi qu'en disent un certain nombre d'observateurs. La preuve, elle est là à travers le résultat du compte administratif. Un compte administratif qui est réalisé tout de même dans un environnement, je l'ai dit au moment du budget, qui est un environnement de finances publiques tendues. Donc, vous avancez, s'il vous plaît. Donc, naturellement, vous le voyez, le taux d'épargne, qui reste très satisfaisant, avec 14,2%, malgré tout, ce taux d'épargne diminue. Alors, il diminue sous quel effet? L'effet d'une croissance de la population, donc d'une croissance des services, et parallèlement à cela, une diminution des financements de l'État. C'est pour ça que quand on voit des trajectoires comme celle-là, il faut être extrêmement prudent sur la garantie des recettes. Et il serait, me semble-t-il, assez hasardeux de ne pas porter attention à l'évolution des recettes. Vous avancez? Donc, si vous voulez, ce qui me paraît aussi intéressant à un moment, puisqu'on peut le faire, c'est de se comparer. Vous voyez sur ce graphique, et je pense que sans rentrer dans les chiffres, il est assez intéressant au niveau de notre épargne brute, même si elle diminue. Ici, elle est ramenée en euros par habitant. C'est malgré tout de regarder la place de Blagnac. Vous voyez, on a entouré Blagnac, c'est en rouge. Et vous voyez que par rapport à toutes les autres communes, notre niveau d'épargne brute est très nettement supérieur. Ce qui veut dire effectivement que, quelles que soient encore une fois les remarques qui auraient pu être faites, vous observerez que la gestion de Blagnac, elle est quand même pas si mauvaise que ça, comparée aux autres communes de la métropole. On peut poursuivre parce que si on regarde ce qui se passe au niveau de l'épargne nette, c'est-à-dire le montant de l'excédent après remboursement des dettes, la position de Blagnac est encore plus consolidée, solide, qu'elle ne l'est sur l'épargne brute. Donc tout ça, vous le voyez, pour montrer effectivement que nous avons aujourd'hui une situation financière qui est une situation financière qui ressort de ce compte administratif, qui est particulièrement intéressante, et on continue s'il vous plaît, avec un niveau, on le verra tout à l'heure, d'investissement qui est important. Notre compte administratif, il ne s'éloigne pas beaucoup de ceux que nous avions en prévision. Vous le voyez, un prélèvement, là aussi, je voudrais tout de même attirer votre attention. La Chambre régionale des comptes nous dit il ne faut pas maintenant augmenter la fiscalité. On lui a dit, mais madame, non, nous n'augmenterons pas la fiscalité. Il faut aller prélever sur le fonds de roulement. Voilà, chose faite, puisque vous voyez effectivement que nous avons un prélèvement sur le fonds de roulement. C'est-à-dire que nous ne constituons pas des réserves pour le plaisir de constituer des réserves, mais nous constituons des réserves parce que, dans la perspective d'un plan pluriannuel d'investissement, cela nous permet effectivement de financer ces équipements avec ce prélèvement sur les recettes. Sur les produits de fonctionnement, donc une hausse, les produits de fonctionnement globaux connaissent une baisse de 1,3, toujours pareil, ce sont les processus de prélèvement, et nous avons une baisse des droits de mutation. Alors les droits de mutation, ils sont assez fluctuants, puisque vous le savez, ils dépendent en fait de ce qu'a été la dynamique ou pas du marché de l'immobilier sur la ville. Donc cela étant, on a quand même encore un potentiel important de ces frais-là. Sur les dépenses de fonctionnement, toujours le même effort qu'on observe ici, que j'avais évoqué à l'occasion de l'élaboration du budget, afin de limiter les dépenses de fonctionnement à 2,4%, avec une hausse des dépenses de personnel stabilisée à 1,7%, ce qui est tout de même, là aussi, un effort considérable, et puis des charges à caractère général avec une hausse globale de 6%, mais liée à la croissance de la population. Les dépenses d'équipement, c'est vrai que cette année, je dirais les 2 années qui viennent de s'écouler, sont des années assez exceptionnelles, puisque si on regarde sur la période de 2014 à 2018,
vous voyez qu'on a fait 117 millions d'euros d'investissement. C'est considérable pour une ville comme la nôtre, mais ce sont des investissements qui sont financés. Et donc, 2018 par rapport à 2017, on est déjà sur une augmentation. Et donc, on est sur cette capacité de maîtrise. Bien sûr, là-dessus, nous avons nos autorisations de programme avec effectivement les écureuils, Andromède, le complexe sportif de Naudin, l'hôtel de ville, la place des Arts, les sites techniques, Pinot, le tarmac nord d'Andromède, même s'il est financé par ailleurs, l'aérogare avec ce groupe scolaire et le conservatoire. Mais on voyait que nous sommes là-dessus sur une dynamique qui est une dynamique importante. Et pour s'en convaincre, là aussi, il est assez intéressant de regarder en titre comparatif ce qu'est l'investissement par habitant, en euros par habitant, de Blagnac par rapport aux autres communes. Et vous voyez que même Toulouse, qui pourtant est une ville qui investit, même Toulouse est bien en deçà de l'effort qui est fait par la ville de Blagnac en matière d'équipement, en matière d'investissement. Alors vous avez un cas un peu particulier à l'Espinasse, c'est un peu particulier sur cette année-là, mais globalement, nous sommes véritablement sur une trajectoire qui, pour nous, est une trajectoire normale. Et lorsque l'on regarde le financement de ces investissements, donc on s'aperçoit qu'ils sont largement autofinancés et que, bien sûr, quand l'autofinancement ne le permet pas, nous avons, comme nous le conseillait la Chambre régionale des comptes, mais nous l'avions anticipé, recours au fonds de roulement et nous utilisons les excédents antérieurs qui constituent le fonds de roulement pour assurer ce financement. Et donc, bien sûr, je vais évoquer la capacité de désendettement. Aujourd'hui, je ne veux même pas parler de capacité de désendettement, puisque vous le savez, les seuls emprunts qui sont inscrits au niveau de notre compte administratif en fin de période sont ceux que nous avons voulu souscrire parce que c'était des emprunts à taux zéro. J'ajoute que dès 2019, nous n'aurons plus de ligne intérêt des emprunts, puisque tous les prêts qui sont aujourd'hui les prêts de la ville sont des prêts à taux zéro. Donc il n'y a pas de prêts pour lesquels nous payons des intérêts. Quand il s'agit de prêts du conseil départemental, du fameux prêt de la Caisse des dépôts, tous ces prêts sont des prêts qui ont été faits à taux zéro. Alors lorsqu'on regarde ce compte administratif, on s'aperçoit effectivement que la part essentielle est consacrée à la vie des habitants à travers le cadre de vie et les services qui sont assurés, les services au public notamment. Il y a un budget qui est en augmentation sur la sécurité et puis bien sûr, il faut faire fonctionner la ville. Je ne vais pas reprendre ici les différents éléments, on en a suffisamment parlé au niveau de l'investissement, si ce n'est pour ajouter, somme toute, qu'au-delà des équipements, nous consacrons tous les ans une part importante au maintien du patrimoine dans l'État. Alors c'est vrai, nous n'avons pas, et j'ai souscrit à la remarque qui a été faite par la Chambre régionale, nous n'avons pas encore, et M. Rastoul m'avait posé la question en me disant, mais que retenez-vous et quels sont les éléments que vous retenez du rapport de la Chambre régionale? Je pense effectivement qu'il avait raison et que nous devons progresser sur l'état de santé de notre patrimoine pour avoir une prospective d'investissement qui nous permette effectivement de réaliser cela. Donc, en fonctionnement sur les services au public, donc les crèches associatives, le projet éducatif de territoire, où on va passer sur les investissements, sauf que effectivement, vous le voyez, nous sommes toujours sur des travaux importants pour le service au public. En fonctionnement, le portage des repas, le CCAS, qui va évoluer aussi, puisque nous allons monter un petit peu en puissance sur des activités pour les porter au niveau du CCAS alors qu'elles sont aujourd'hui dans la ville. M. Léonard, vous souhaitiez que l'on aille vers ce genre de dispositif, donc on va y aller, et puis le service d'aide à domicile. En matière donc de sport, bon, bien sûr, il y a eu le gymnase Andromède et puis le complexe de Naudin, surtout, 2 millions d'euros, et puis les modulaires au gymnase Bermoz. Là aussi, on voit aujourd'hui avec la Coupe du monde de foot féminin que des pratiques qui antérieurement étaient des pratiques exclusivement de garçons
deviennent des pratiques, c'est vrai pour le rugby, c'est vrai pour le foot maintenant, mais ce sera vrai peut-être pour d'autres pratiques qui connaissent un engouement par les filles. Ben ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise. Lorsqu'on n'a que des garçons, on a des vestiaires, il y a des garçons. Aujourd'hui, quand on a des garçons et des filles, il ne faut pas qu'on ait les mêmes vestiaires. Donc, et c'est ce qu'on a fait au niveau de Mermoz, c'est ce qu'on a fait sur ces modulaires, c'est de dire qu'il faut des vestiaires pour les filles parce qu'elles jouent au rugby. Donc voilà, cette évolution, elle est très intéressante, elle est souhaitable. Je pense que l'engouement de la Coupe du monde de foot féminin de filles le montre, mais il faut bien sûr, chez nous, qu'il y ait des adaptations. Et puis, bon, les subventions qui connaissent toujours le même niveau. Au niveau de la culture, le conservatoire, c'est parti. Peut-être avez-vous vu déjà un certain nombre de travaux. On a fini la ferme Pinot. Bon, le tarmac nord sera l'occasion d'en parler. Peut-être, j'en sais rien. Et puis, donc, toujours les subventions aux associations culturelles et à tout ce qui participe à ces projets. Et puis, bien sûr, la bourse au permis. Sur le cadre de vie, là aussi, un effort important. Le maintien, quoi que l'on en dise, et je veux le redire ici fortement, le maintien du TAD, le maintien de la Kawekin, le maintien de Noctambus est inscrit dans tous les cas jusqu'à ce que nous soyons aux affaires. Ces services seront maintenus, quoi que nous en disent les technocrates qui viennent regarder ce qui se passe dans les collectivités. Au niveau de l'aménagement, donc des investissements sur la zone maraîchère, on continue. Là aussi, on a signé avec le mine une convention. L'autre jour, on a installé 2 nouveaux maraîchers et donc le processus est en route. Et donc, on continue aussi à poursuivre la télésurveillance des bâtiments et puis surtout la vidéoprotection avec la création du centre de vidéoprotection chez nous. Sur les travaux de patrimoine, les sites techniques, l'hôtel de ville, bien sûr, on en a parlé, le parking, les travaux en régie et puis la participation au SDEG pour l'éclairage public. Bon, on va passer simplement sur les différents détails, mais nous ne sommes pas les seuls à investir à Blagnac. Bien sûr, la métropole investit aussi, notamment à travers tous les travaux de voirie. Et vous voyez que nous sommes aujourd'hui sur 2 400 000 euros d'investissements qui sont réalisés en dehors du compte administratif proprement dit, mais qui contribuent tout de même à l'amélioration de notre ville. Voilà, donc je pense que c'est la dernière. Bien. Donc, je pense que ce compte administratif reflète la politique que nous avons souhaité conduire, une politique à la fois ambitieuse en matière d'investissement, une politique responsable en matière de maîtrise du fonctionnement, et une politique qui permet, je crois, véritablement à chaque Blagnacaise et Blagnaquais de trouver dans cette ville les services auxquels il peut prétendre. Mais je vais passer, bien sûr, maintenant aux remarques, aux questions de ce compte administratif. Monsieur Léonard. Oui, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Le compte administratif, vous le disiez, c'est le reflet du budget. Donc, vous avez voté un budget. Nous ne l'avons pas voté parce que nous pensons qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment. Et donc, ça fait partie du débat que nous avons entre nous. Donc, nous voterons bien sûr ce budget, ce compte administratif, dans la mesure où il reflète effectivement la gestion de la commune et votre gestion. Donc, là-dessus, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il reflète effectivement le budget que vous avez voulu mettre en place. Merci, monsieur Léonard. En effet, la cohérence dans vos propos est totale. Monsieur Gerson. Oui, je rejoins ce que disait Régis Léonard. Ça reflète exactement le budget que vous nous avez présenté les années précédentes. Par contre, je me réjouis d'une chose, c'est que même si le rapport de la Cour des comptes, on n'est pas là pour refaire le débat, n'a pas été très favorable à votre rencontre, le fait de maintenir le TAD est une bonne chose. Merci. Alors, je voudrais vous demander, avant que je ne me retire, puisque vous le savez, je ne peux pas participer au vote, je vais vous demander si vous acceptez que ce soit Madame Combe qui vous présente et qui soumette à votre approbation le compte administratif. Et donc, je suis obligé de vous faire voter, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, Madame Combe, vous me laissez me retirer et je vous laisse la parole.
Donc, on va laisser sortir Monsieur le maire. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, les comptes administratifs sont approuvés à l'unanimité. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Bien. Bien, merci. C'est adopté. Très bien, merci. Merci. Donc, parallèlement, donc, nous avons les comptes administratifs dont je ferai l'économie de présentation puisqu'ils sont conformes à leur réalisation de la régie des transports, la régie de restauration et le musée Aéroscopia. Alors, donc, nous avons maintenant une délibération concernant la clôture du budget annexe du musée Aéroscopia et le transfert des résultats au budget principal. Nous avons évoqué ici à plusieurs reprises donc, le fait que Aéroscopia a été transféré à la métropole. Et dès lors que Aéroscopia est transféré à la métropole, il n'y a plus lieu de détenir un budget annexe puisque nous n'avons plus cette compétence. Donc, comme vous pouvez le constater, on va clôturer ce budget annexe d'Aéroscopia. Et donc, sur la base du compte administratif 2018, on a un résultat de clôture avant affectation de 111 293 €. Par contre, il est bien sûr équilibré avec les restes à réaliser. Je vais donc mettre aux voix la clôture de ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, c'est adopté. Bon, l'affectation des résultats du budget principal, ben, ces résultats sont naturellement affectés au fonds de roulement et ces résultats permettront non pas d'augmenter les impôts, mais de financer les investissements par prélèvement sur les excédents. Et donc, je vous propose effectivement d'affecter ces résultats au niveau de la section d'investissement pour couvrir les besoins de financement. Je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Même chose pour la régie de restauration. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. La régie des transports. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Bien, donc les budgets supplémentaires maintenant, on va passer donc à l'analyse du budget supplémentaire. Donc ce budget supplémentaire, il est caractérisé par les éléments suivants. 17 000 € de crédits supplémentaires pour des subventions de façade, 40 000 € pour le déménagement de l'école maternelle des Prés, et du groupe scolaire Aérogare, des crédits supplémentaires pour le service informatique, la mise en place d'une convention de prestation au profit de l'association Vivre Ensemble. Une explication par rapport à cela, nous avons décidé, parce que nous avons aujourd'hui un certain nombre de jeunes adultes, pas que des adolescents, des jeunes adultes aussi, qui nous font le grief de ne pas avoir de salle. Et donc nous avons dit, OK, on va vous affecter une salle. Mais nous ne voulons pas affecter la salle sans qu'il y ait une prise en charge, une organisation. Il s'avère que la ville de Toulouse, notamment, quand elle fait des opérations de ce type dans un certain nombre de quartiers, a recours à cette association Vivre Ensemble. Nous sommes donc rapprochés de la ville de Toulouse et nous avons décidé à partir de là de conclure avec cette association une prestation pour qu'elle encadre la mise à disposition de cette salle pour que les choses ne se fassent pas en total, sans surveillance finalement et de façon totalement libre. Mais nous ne voulons pas non plus être là, nous, et donc c'est cette association qui interviendra. Nous avons des compléments de crédit pour les fluides. La vidéosurveillance, nous avons clôturé les prestations avec la ville de Toulouse, puisque nous avons réintégré le centre, et nous devons donc payer le solde.
La station de pompage, nous avons aussi cela. Bon, les subventions de fonctionnement, on en verra le détail tout à l'heure. Et puis, des compléments de crédit pour la prestation de services à la surveillance, hein, à la piscine. Et puis, donc, des 300 000 euros pour le SDEG. Alors, pour le SDEG, pourquoi? C'est pas 300 000 euros de plus. Nous les avions inscrits en investissement. On nous dit, vous ne pouvez pas les inscrire en investissement, il faut les inscrire en fonctionnement. Très bien. Mais nous venons de recevoir, il y a très peu de temps, on n'a pas eu le temps d'analyser, une lettre du SDEC qui est intervenue devant les services du Trésor pour dire, mais attendez, ce sont véritablement des subventions. Donc on va probablement changer le terme. On ne va plus dire on verse des subventions au SDEC, on va dire on donne un fonds de concours. Et comme on va donner un fonds de concours, la nature comptable du fonds de concours pourrait être en investissement et non pas en fonctionnement. Donc il se peut qu'on revienne à un moment pour vous dire on le réenlève du fonctionnement pour le mettre en investissement. Voilà, ça ce sont les mystères de la comptabilité. Voilà. Et puis donc après il y a la campagne de lutte contre les moustiques, puisque vous le savez, on a installé, Monsieur Bourreau, 200... un peu plus de 200 pièges. 200 pièges pontoirs. Bon, on a aussi un renforcement pour les estivités. Voilà. Donc, au total, le virement, au total, donc, c'est en fonctionnement 1 12 000 qui sont là. Et donc, je vais poursuivre sur l'investissement. Pardon, sur les recettes, excusez-moi, avec 2200 euros de recettes de parking du centre-ville. Alors, ce n'est pas avec les recettes du parking du centre-ville qu'on va rétablir, si on devait le faire, ou qu'on va améliorer notre excédent. L'objectif, vous l'avez compris, ce n'est pas de faire de l'argent dans le parking du centre-ville, c'est effectivement de mettre en place un système dissuasif pour que les gens ne créent pas des ventouses dans ce parking. On a des reprises d'amortissement et puis dont une reprise d'excédent de 29 millions là-dessus. Sur les dépenses d'investissement, des crédits pour des acquisitions de mobilier, notamment tout ce qui est monte-personne qu'on a installé. Voilà, qu'on va installer, tout à fait. Ici, oui, dans la salle du Conseil. L'acquisition d'un véhicule, puisqu'il faut remplacer la Kawikine qui pollue énormément. Le mobilier supplémentaire. Des crédits pour l'acquisition de terrain, toujours dans le même dispositif de développement. Dans les 700 000 euros en moins pour le ZEG, puisqu'on a mis 300 000 en fonctionnement. Et puis le remboursement au CNC pour l'équipement numérique du REX. Tout cela, effectivement, nous conduisant à un volume de dépenses d'investissement de 205 691. Pour la régie, je vais peut-être mettre aux voix pour le budget général. Par rapport à ce budget supplémentaire, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pour la bonne cause, n'est-ce pas? Bien, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, donc c'est adopté. Au niveau de la régie de restauration, bon, c'est des crédits supplémentaires parce qu'on a une hausse des effectifs scolaires, des interventions plus curatives ou techniques. Au total, nous avons 38 000 euros et un investissement 5 000 euros de dépenses là-dessus, avec 74 000 euros de recettes, puisqu'effectivement, l'augmentation des effectifs, c'est aussi des augmentations de recettes. Sur la régie des transports, je vous propose qu'on prenne régie, restauration, transport ensemble. Donc, des dépenses réelles, c'est des réparations de véhicules pour 9 000 euros et il n'y a pas d'inscription en investissement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais donc mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. C'est donc adopté et je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer au vote. C'est bien ça, les subventions. Ah non, j'ai des clôtures d'abord, effectivement, des autorités. On les a passées tout à l'heure. Puisque j'ai clôturé les budgets annexes
Et donc, je dois clôturer aussi des autorisations de programme. Et donc, on va clôturer l'autorisation de programme de la ferme de Pinot et du Tarmac Nord, puisque les opérations sont closes. Et en revanche, on va ouvrir une autorisation de programme pour la création du bassin nordique à 8 400 000 €. Donc, il s'agit de supprimer les AP d'opérations qui sont finies et on crée une nouvelle AP pour le bassin nordique. Nordique, on se pose quand même des questions. On va s'abstenir là-dessus. C'est pas qu'on considère que c'est inutile, mais quand on voit que c'est 8 400 000 quand même le bassin nordique, et alors qu'on ne donne pas... Est-ce que vous avez fait une étude sur le coût du fonctionnement? Parce qu'il y a d'abord la construction, mais évidemment, enfin, la mise en place, et puis après, il va y avoir tout l'hiver, je suppose, le fonctionnement. Donc c'est l'eau qui va chauffer. Est-ce qu'elle va chauffer en permanence 24 heures sur 24? Est-ce qu'elle va chauffer le matin et puis ne plus être chauffée la nuit? On ne sait pas du tout. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura un coût important de fonctionnement. Donc dans la mesure où nous avons le coût d'investissement, mais pas l'étude concernant le fonctionnement, le coût du fonctionnement, on préfère s'abstenir là-dessus. J'entends. Alors simplement, hein, je ne peux pas apporter une réponse totale par rapport à ça. Il est évident que nous allons avoir un coût supplémentaire. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, quelle est la contrepartie du coût supplémentaire? La contrepartie du coût supplémentaire, c'est le nombre d'heures de bassins qu'on va offrir aujourd'hui aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu cette réflexion, indépendamment du fait que c'est depuis le précédent mandat qu'on réfléchit à cela? C'est l'augmentation exponentielle de la demande des habitants pour avoir accès à la piscine. Nous avons des clubs, et là aussi des créneaux qui sont pris par les clubs, nous avons les écoles, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, dans la nage de loisirs ou de confort, c'est extrêmement compliqué. Donc dans ce cadre-là, nous avons choisi, plutôt que la proposition avait été faite, à un moment de dire on va faire une autre piscine, on était sur un autre schéma, de dire ben non, nous allons optimiser la piscine existante. Alors effectivement, vous avez raison, on a regardé, on a fait faire un certain nombre d'études là-dessus. Moi, ce que j'ai regardé d'abord, c'est en termes d'exploitation, ce que coûterait ou la nécessité d'avoir un peu plus de personnel. Ça, on devrait le couvrir par les recettes. Notamment parce que dans les usages de ce bassin nordique, nous n'avons pas des usages scolaires ou nous n'avons pas des usages de club. Ce sont des usages privés pour lesquels, effectivement, là, il y aura véritablement de la recette. On s'est plutôt aussi basé sur les études comparatives de ceux qui existent, alors, près de chez nous à Montauban, ceux qui existent beaucoup plus loin de chez nous à Strasbourg, où on se rend compte effectivement qu'on a un véritable engouement qui se crée derrière le bassin nordique. Et donc, nous estimons. Donc, là où vous avez raison, c'est que pour l'instant, on est sur des approches qui sont très globales. Il faudra bien qu'à un moment, on vienne avec l'approche détaillée sur ces questions-là. Et je comprends parfaitement votre position par rapport au vote. Oui, donc, M. Gerson, et puis tu préciseras après. Oui, de notre côté, nous ferons comme nous avons fait pour Aeroscopia, où nous avons voté pour le projet au départ, et nous attendrons de voir au fur et à mesure du temps quel est le coût définitif et voir si nous continuerons à soutenir ce projet, qui à la base est un très bon projet. Très bien. Oui. Oui, juste rappeler, évidemment, on rentrera dans le détail des charges de consommation, y compris du gaz, mais je vous rappelle simplement qu'on a remis en service le puits de géothermie, M. Léonard, et que, évidemment, la source qui va nous permettre de chauffer cette eau que vous évoquez sera en partie grâce à la géothermie. Voilà. On reviendra, ce n'est pas une réponse sur le coût du fonctionnement, on reviendra plus dans le détail, mais je vous le rappelle. Non, la question de M. Léonard est tout à fait légitime et pertinente, et effectivement. J'entends, hein, M. Gerson. Le problème, c'est qu'à un moment, moi, ce que j'observe, c'est qu'on est très souvent dans l'intention et on a du mal à passer à l'action. Moi, je fais un gros reproche aujourd'hui, et pas au maire actuel ou au président actuel de la métropole. Je fais aujourd'hui un reproche à ceux qui se sont succédés depuis 20 ans dans notre métropole d'avoir été en permanence dans l'intention et jamais dans l'action. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est le pont sur la Garonne.
les acquisitions foncières ont été faites il y a 33 ans. Il y a 33 ans. Donc ça fait près de 40 ans qu'on nous parle du pont sur la Garonne. Aujourd'hui, on est encore en train de nous dire qu'il faut étudier. Alors moi, je veux bien qu'on étudie, sauf qu'à un moment, il faut arrêter d'étudier, il faut faire. Et donc, à un moment, il faut accepter de prendre le risque. Quand on est en charge et en responsabilité, il faut accepter de prendre le risque. Qu'on le mesure ou qu'on essaie de mesurer, certes, mais avoir aujourd'hui, ou croire aujourd'hui, qu'on peut maîtriser le risque, vous savez, il y a des gens qui effectivement avaient hier dans la partie, alors c'est la partie de Toulouse, c'est la partie sud qui a chargé Pascal. C'est le sud de Toulouse qui a pris la grêle hier. C'est le sud de Toulouse qui a pris la grêle hier. Oui, c'est le sud toulousain, c'est surtout Portet et Cugnot. Voilà, alors vous avez des projets qui étaient là, des projets qui avaient été faits, extrêmement bien ficelés, mesurés, et puis patatras, il y a eu la grêle. La grêle, effectivement, dont on ne pouvait pas mesurer précisément là où elle allait tomber parce qu'on ne peut pas. Et comment? Ni la taille des grêlons. Ben voilà. Donc à un moment, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de dire, on a ce projet, ben ce projet, on va mesurer, mais on va le faire. Bien, ben je mets aux voix, donc, par rapport à ces modifications d'autorisation de programme, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe. Vous abstenez, oui, sur notamment la création de l'autorisation de programme, ou l'ensemble. L'ensemble. Très bien. Donc, c'est tout de même adopté. Bien, je vous propose de passer aux subventions. Donc, une subvention pour la création d'un nouveau club de basket, 7 000 €. Le Blagnac Football Club pour un agent pour lequel on a diminué les heures de prestations pour le club et donc on compense à travers la subvention. L'athlétisme, c'est la même chose. Hein. Quand on diminue la mise à disposition, on augmente la subvention. Même chose pour le tennis. Et là, par contre, pour le Blagnac Saint-Orens rugby féminin, c'est une subvention qui, en fait, vous le savez, on a aujourd'hui les difficultés pour mettre en place des avances sur subvention. Et donc, on l'a déjà fait avec d'autres clubs. On met une subvention, mais l'attribution de la subvention suivante retire le montant de la subvention qui a été attribuée. Alors, en fait, c'est là aussi des problèmes de trésorerie qui sont posés au club. La compagnie d'Hélice, une subvention de 1 500 € pour la production d'un spectacle, Souvenance, qui sera donné au Festival d'Avignon, mais qui, bien sûr, a déjà été par extrait donné dans des représentations à Blagnac. 30 000 € pour l'association CISART, qui va nous aider à construire l'école des arts urbains. L'association CISART, si vous en avez l'occasion, je vous invite encore, tant que vous pouvez, à aller à la halle de la cartoucherie pour voir comment ils ont réussi à faire 40 œuvres de graphes de très, très, très grande qualité. La Fédération des anciens combattants, 500 € pour pouvoir créer une maison du souvenir. L'idée étant de regrouper toutes les associations d'anciens combattants. Ça commence à être un peu compliqué d'avoir des anciens combattants. Et donc les regrouper, mais pouvoir regrouper ici, là aussi, les associations des militaires qui sont encore en exercice. Et puis la confrérie souveraine et jubilatoire de la carotte, parce qu'autrement, ils ne peuvent plus faire de jus de carotte. Et quand ils font le chapitre de ne pas pouvoir faire du jus de carotte, ce serait tout de même assez compliqué. Et donc, c'est un nouveau... alors, je ne sais pas ce que c'est. Si, c'est le centrifugeuse. Voilà, 1 600 €. Et puis, l'attribution exceptionnelle pour la création d'une épicerie sociale et solidaire. Cette épicerie sociale et solidaire sera gérée par l'association du Relais, qui bénéficie des subventions qui vont bien, mais au niveau de l'installation, on veut les accompagner à hauteur de 2 375 €. Voilà, mes chers collègues, des subventions qui vous sont proposées. Monsieur Léonard. Nous voterons bien sûr toutes les subventions, mais personnellement, je ne participerai pas au vote pour la confrérie de la carotte. C'est tout à fait à votre honneur, monsieur Léonard. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, je vous propose que nous les votions en bloc. Je ferai juste un aparté pour la carotte. Hein.
Donc, à part la confrérie souveraine et jubilatoire de la Carotte, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, elles sont adoptées. Et pour la confrérie souveraine et jubilatoire de la Carotte, qui est contre, qui s'abstient. Donc, M. Léonard ne participe pas au vote. C'est noté dans le procès-verbal et donc c'est adopté. Merci pour toutes ces associations qui font effectivement véritablement la vie de Bagnac. Alors, une autre subvention, mais celle-là, c'est une subvention d'investissement exceptionnelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'épicerie solidaire. En fait, la première subvention, c'était pour finaliser l'étude de création de l'épicerie sociale et solidaire et les demandes de financement. Et là, c'est une subvention pour les aider. Alors, cette épicerie sociale et solidaire va être dans les locaux du Relais, route de Grenade, et donc pour les aider à l'aménagement. Donc, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, merci pour le Relais. Alors, je voudrais revenir avec la subvention suivante. J'ai eu peut-être un peu parfois la dent un peu dure avec la Chambre régionale des comptes, mais quand ces décisions vont dans le bon sens, je sais le reconnaître. Nous avions eu, de la part du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, une demande d'inscription d'office des dépenses relatives à l'obligation de dépenses handicapées. Or, bien sûr, la mise en place, c'est à la fois par les handicapés qui sont dans les salariés, mais aussi par le recours à des associations qui, précisément, emploient des travailleurs handicapés. Donc, nous étions très largement au-delà des obligations. Mais malgré tout, le FIPH, je ne sais pas pourquoi, a voulu et a demandé à la Chambre régionale d'inscrire cette dépense d'office. Donc, nous avons saisi et la Chambre régionale des comptes a dit non, moi, je n'inscris pas d'office parce qu'il n'y a pas de raison d'inscrire d'office, la dépense est avérée. Très bien. Et ils reviennent là-dessus à nouveau. Et la Chambre régionale des comptes, à nouveau, dit ben non, je ne l'inscrirai pas. Et donc, il faut effectivement prendre acte. Et merci, la Chambre régionale a donc bien vu ce qui s'était passé en la matière et je voudrais les en remercier. Voilà. Donc, je mets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Non, mais enfin, je veux dire, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent, quoi. D'autant qu'il y a eu déjà deux interventions pour leur dire non. Bien. Alors, la subvention suivante concerne l'information, puisqu'il n'y aura pas là si, il y aura une délibération. L'information relative à la gestion de la patinoire. Donc, nous avions dit ici, nous lançons une délégation de service public pour l'exploitation de la patinoire. Je me félicite d'avoir lancé cette délégation de service public. Tout d'abord pour constater qu'après que nous ayons eu 3 candidats, 2 d'entre eux n'ont pas fait de proposition. En revanche, l'UCPA a fait une vraie proposition. Et nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Mais ce que nous avons pu observer dans le cadre de l'analyse de la proposition qui était faite, c'est que finalement, la performance proposée par l'UCPA n'était pas meilleure que la performance de nos propres services. Et que l'écart entre, aujourd'hui, le déficit, entre guillemets, de la patinoire, et ce que le délégataire nous demandait pour rendre les missions de service public, puisque naturellement, nous lui disions, il faut accueillir les scolaires, il faut accueillir les clubs, etc. Et tout ça, il dit, OK, moi je veux bien, c'est des missions de service public, voilà ce que ça fait. Et quand on rapproche le montant, finalement, de ce qu'il nous demandait par rapport à ce que ça nous coûte, ben on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart. Et dans ces conditions, on apporte la preuve, pour vous répondre un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, on apporte la preuve que la gestion publique peut être aussi performante que la gestion privée. Puisqu'aujourd'hui, avec nos équipes, nous arrivons à faire cela. Mais il ne s'agit pas de le proclamer. Il est plus intéressant de le démontrer. Là, nous en apportons la démonstration. Nous en apportons la démonstration parce que nous avons une proposition privée, nous connaissons nos éléments. Et je voudrais
en profiter pour saluer le personnel de la patinoire qui effectivement réalise cette performance. Alors, ce n'était pas inintéressant non plus parce que dans les propositions du CPA, il y avait des choses intéressantes. Et dans le projet de patinoire, nous pourrons effectivement nous inspirer d'un certain nombre de choses qui étaient proposées par le délégataire. Ça veut dire effectivement que, bien sûr, nous allons avoir à réaliser cet investissement de 6 millions d'euros hors taxes pour travailler sur la rénovation de la patinoire, mais parallèlement, nous allons construire le projet de patinoire avec les équipes. Et le réaménagement, alors, bien sûr, à la toiture, ça ne changera pas. Qui que ce soit, il faut refaire le toit. Mais pour le reste, nous allons adapter la reconfiguration de la patinoire au projet sur lequel les équipes sont en train de travailler. Donc voilà, moi je pense que nous serons tous d'accord pour nous féliciter d'apporter la preuve. Cette preuve aussi, nous l'avions avec Audisud. Audisud est certainement l'un des derniers équipements culturels à être géré en régie. D'ailleurs, on va passer une délibération tout à l'heure sur le contrat avec l'État. Mais nous ne pouvons pas être scène nationale si nous sommes en régie. Donc moi, je n'ai pas souhaité que nous demandions l'agrément scène nationale parce que je ne souhaitais pas qu'on modifie le mode de gestion que nous avons aujourd'hui à Audisud, qui est un mode de gestion publique, qui apporte la preuve que nous pouvons être particulièrement performants avec des taux de remplissage qui font d'Audisud la première scène après Paris en province à avoir ces taux-là. Et donc, je le dirai tout à l'heure quand ma collègue viendra sur cette délibération, je le rappellerai, nous n'avons pas souhaité aller sur la demande de la scène nationale parce que je ne voulais pas passer à une association ou je ne sais quelle autre forme juridique. Il me paraissait important de rester en régie. Voilà donc pour cette décision qui est prise de ne pas poursuivre et donc de considérer aujourd'hui que la décision, c'est que la procédure de délégation est arrêtée. Des questions? Oui, monsieur Léonard. Oui. De temps en temps, il y a de bonnes nouvelles, puisque on s'était prononcé contre cette privatisation, en quelque sorte, en pensant qu'il fallait que ça reste au niveau du public. Bon, maintenant que la conclusion de l'étude qui a été faite, que vous rattrapez maintenant, en disant que c'est bien parce que c'est un audit, en fait, qui a été fait, qui permet de comparer les coûts du privé et puis les coûts du service public, bon, c'est une bonne chose, ça permet effectivement de voir où en est la situation. Moi, je pense qu'effectivement, le public est mieux placé là-dessus, et vous faites d'ailleurs allusion à Audisud, c'est vrai qu'Audisud est mieux placé au niveau du service public que de la délégation des services privés, au privé, en quelque sorte. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la question que je me demandais, c'était de savoir si c'était un abandon temporaire ou un abandon définitif. Mais apparemment, avec les explications que vous avez données, c'est un abandon définitif. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est encore une bonne chose. Tout à fait. Et je suis allé donc, c'est normal, rencontrer les agents. Et on leur a demandé donc effectivement de travailler sur le projet. Je le dis aussi ici clairement, nous avions des contrats qui n'étaient pas des contrats pérennes. Donc ça veut dire que dès lors que l'on garde en régie, il faut pérenniser les contrats, il faut stabiliser les équipes. L'objectif, effectivement, aujourd'hui, la démonstration est faite que notre équipe est performante, notre conception de ce que doit être la patinoire est performante. Donc il n'y a aucune raison à se reposer une autre fois la question de la délégation. Je pense que pour moi, la question est tranchée définitivement. D'autres interventions? Là, je propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Et donc, c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Donc, nous avons aussi nous avons une autre délibération, c'est une convention avec Toulouse Métropole pour les prestations d'exploitation du système d'information des élections. Ah oui, c'est Benoît, c'est pas moi. Non, parce que comme j'en ai une autre après, vas-y Benoît.
Merci, monsieur le maire. Donc, je vais juste rappeler qu'une convention existe depuis 2010 entre notre ville et Toulouse Métropole. Cette convention fixe le cadre d'une coopération mutualisée qui permet l'exploitation d'outils informatiques. Au fil des ans et des avenants, le périmètre fonctionnel a évolué. La convention couvre aujourd'hui les fonctions finance, sélection et gestion de la documentation. Les RH ont été exclus en 2015. L'objet de cette présente convention est donc d'établir les montants et conditions de remboursement des prestations fournies et des investissements réalisés par Toulouse Métropole pour le compte de Blagnac au titre de l'année civile 2018. Bien, une question? Non? Non, mais je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc c'est adopté. Merci, M. Gomez, pour cette présentation. Et excusez-moi, je n'avais pas percuté. Bien, nous avons aussi une autre délibération aujourd'hui concernant la recomposition des organes délibérants des EPCI. Pour le dire autrement, c'est le nombre de conseillers communautaires par commune qui sera ouvert. Donc il y a une modification et ce qui avait été proposé, c'était effectivement de modifier le nombre, puisque nous étions à 134. Non, nous étions à 134, et donc nous allons passer à 121. Nous passons à 121 si on applique la loi. Mais la loi dit, vous pouvez déroger de 10%. Vous pouvez déroger de 10%. Et donc, déroger de 10% dès lors. Alors, on peut déroger de 10%, et il faut réattribuer les 10% de plus. Ce qui est prévu par la loi, c'est que toutes les communes doivent avoir un siège. Toutes les communes doivent avoir un siège. Les communes qui ont un siège parce qu'elles doivent en avoir un, et non pas parce que la démographie le permet, ne peuvent pas prétendre bénéficier d'un siège supplémentaire au titre des 10%. Les 10% sont attribués aux communes qui, effectivement, remplissent déjà les conditions d'allocation d'un siège. Ce qui a été proposé, bien sûr, il faudra que les communes délibèrent. Toutes les communes de l'agglomération vont devoir délibérer. Si la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population adoptent cela, ce sera le nouveau mode. Ce qui est proposé, c'est donc de passer de 121 sièges à 133 et d'attribuer à Toulouse, notamment, le nombre de sièges que Toulouse avait dans la mandature actuelle, 67. Et bien sûr, ça génère des augmentations en nombre de sièges. Il y a des communes qui, de toute manière, même avec les 10%, perdent un siège. C'est le cas, par exemple, de Tourlefeuille. Et en revanche, pour la ville de Blagnac, les choses sont inchangées, puisque, vous l'avez vu sur le tableau, la ville de Blagnac continuera à disposer de 5 sièges. Les 5 sièges étant ensuite répartis entre la majorité et l'opposition au prorata du nombre de voix des élections. Je vous propose d'adopter cette délibération. Elle ne modifie pas la place de Blagnac. En revanche, elle permet à certaines communes de ne pas perdre de représentants par rapport à aujourd'hui. Voilà. Donc, des questions, des remarques par rapport à cela? Bien, je vais donc mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, et donc cette délibération est adoptée. Donc, la prochaine délibération est une délibération dans laquelle je vais vous demander de m'autoriser à poursuivre un certain nombre de négociations. Nous avons aujourd'hui un problème sur lequel vous êtes peut-être alertés, nous le sommes aussi, par l'opposition, nous disant, écoutez, monsieur le maire, vous ne pouvez pas nous aider à trouver un médecin. Notre médecin est parti, etc. Et nous, on n'arrive pas à en trouver un. Donc, on se retrouve aujourd'hui face à cette difficulté. Et l'Agence régionale de santé nous dit que nous sommes, au regard des statistiques, finalement, un désert médical. Et donc, l'idée
c'est de regarder un petit peu ce qui se fait et de dire le problème ou les maisons de santé, ça n'est pas qu'un sujet dans le rural. Les maisons de santé vont devenir aussi un sujet, y compris en milieu urbain. Nous avons des quartiers à Toulouse aujourd'hui qui sont aussi en très grande difficulté face à cela. Donc, la proposition qui a été faite, ça a été de dire, nous avons un local aujourd'hui, les locaux qui abritaient anciennement la commande publique et patrimoine, qui sont en route de Grenade. Hein, vous voyez ces locaux juste en face Guiraud. Et donc, on pourrait effectivement vendre ces locaux, faire une opération immobilière, mais il nous est paru beaucoup plus intéressant parce qu'elle est bien placée, parce que finalement, avec le passage arrière, on peut aller assez vite à côté du tram, d'affecter ces locaux à la création de cette maison de santé. Donc, ça fait un peu plus d'un an que nous sommes en contact avec le corps médical de Blagnac. Nous avons réuni à plusieurs reprises les médecins. Lors de la dernière réunion que nous avons faite, il y avait une trentaine de professionnels de santé. Les médecins libéraux se sont aussi réunis entre eux. Et donc, finalement, ils sont prêts à partir là-dessus. Nous avons le soutien de l'Agence régionale de santé, qui a mandaté un chargé de mission pour nous accompagner sur l'élaboration du projet de santé. Nous avons un partenariat avec les cliniques, parce qu'aujourd'hui, une maison de santé doit être en lien avec les cliniques. Pourquoi? Parce que le médecin qui est là, quand il a besoin d'un scanner, quand il a besoin d'avoir appel à un cardiologue, à un spécialiste, etc., il faut qu'il puisse le faire. Et donc, via une plateforme, ça peut aller assez vite. Donc, nous avons travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui était important, c'était de savoir s'il y avait une faisabilité financière. Là, vous pouvez y aller. Donc, la faisabilité financière, nous avons travaillé déjà avec un opérateur qui nous dit « Moi, je suis en capacité de faire la maison de santé et de pouvoir assez rapidement avoir des médecins. » Donc, voilà, on ne change pas le bâtiment, à part le petit escalier de secours, puisqu'on est ERP, alors qu'aujourd'hui, nous n'étions pas ERP quand les locaux étaient occupés par les services. Et voilà ce que ça peut donner en termes d'aménagement. Bien sûr, les schémas qui sont là ne sont là que pour identifier ce que pourrait être la maison de santé. Il ne s'agit pas d'aller au-delà. Donc, vous voyez, un laboratoire de biologie, ce n'est pas un laboratoire d'analyse médicale. La radiologie, l'échographie, les ateliers, tout ça est au rez-de-chaussée, avec le centre important. Ensuite, au premier étage, on se retrouve avec les cabinets médicaux spécialisés. Alors, ophtalmo, c'est une hypothèse, l'orthopsie qui va avec, et les cabinets paramédicaux. Et puis, à l'étage au-dessus, on se retrouve avec 5 postes de généralistes. En fait, pour avoir 3 postes, il faut 5 généralistes. Donc, ça veut dire que cette maison de santé, c'est 5 généralistes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, derrière, ça veut dire qu'on est sur des heures d'ouverture 7 jours sur 7 et des heures d'ouverture très larges. C'est aussi une maison de santé qui accueille la première urgence. Donc voilà. Alors, je ne dis pas aujourd'hui que les choses sont calées. Ce que je vous demande à travers cette délibération, c'est donc de m'autoriser à continuer à regarder, à travailler sur ces questions pour, le cas échéant, préparer, bien sûr, ce sera le conseil municipal qui décidera, toujours en dernier ressort, mais continuer à travailler sur cette question. Je crois que nous avons, là-dessus, il n'y a pas d'opposition de majorité face à cette question aujourd'hui, du besoin en médecins. Je pense que nous sommes tous concernés, que nous avons tous véritablement envie aujourd'hui de permettre à des médecins de venir. Alors ça veut dire aussi qu'il faut aujourd'hui qu'on ait des généralistes qui soient des généralistes en capacité d'être maîtres de stage. Parce que vous faites venir les étudiants de dernière année quand vous assurez avec eux l'année de stage. Et donc, ça permet aussi de faire venir de jeunes médecins sur la maison de santé. Je vous demande donc de m'autoriser à poursuivre, et c'est le sens de cette délibération. Question peut-être? Non? Je mets aux voix, donc, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, et donc, c'est adopté. Merci. Et donc, bien sûr, au fur et à mesure où on avancera, peut-être d'ailleurs à la rentrée, on sera en mesure de revenir devant vous pour vous dire où on est. La délibération suivante porte sur la mise à disposition de salles municipales. Lors du
de la précédente élection, il avait été décidé de mettre à disposition des salles municipales pour les différentes listes candidates aux élections municipales. Bon, compte tenu du fait que nous avons une modification sur la communication en période électorale, où véritablement à partir du mois de septembre, les choses vont rentrer en vigueur, hein, et où donc dans le cadre de campagne, l'utilisation des salles, tout ça doit faire partie des comptes de campagne. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette délibération aujourd'hui, pour que au mois de septembre, les candidats puissent pouvoir bénéficier de ces salles. Donc je propose que soient mises à disposition les salles avec les équipements, tables, chaises, et en fonction bien sûr du planning d'utilisation. On ne va pas verrer une association pour mettre une liste. Donc les salles qui sont proposées, c'est la salle des fêtes de Baricou, l'auditorium de l'hôtel de ville avec la sono, l'espace Andromède, donc à côté des terrains de grands jeux, et le chapiteau des Randes. Donc ça veut dire effectivement que quand un candidat souhaite utiliser une salle, il en fait la demande en fonction des disponibilités, elle lui est accordée avec les équipements qui vont avec. Voilà, ça me paraissait important de le décider à l'occasion de ce conseil pour pas que les candidats soient ennuyés à partir du mois de septembre en disant mais comment on peut faire, etc. Comme ça, les choses sont simples et claires. Des questions? Bon. Bien, je me revois qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. Donc, c'est adopté. Merci. Donc, quand les candidats seront connus, on fera une information pour leur dire quelles sont les salles à leur disposition, etc. Bien. M. Comencas, pour la délibération suivante. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit du marché de plein vent qui revient sur la place des Arts. Donc, il est rappelé à l'Assemblée que le 29 mars 2017, le marché a donc été délocalisé sur le site des Ramiers pour permettre la réalisation donc, du parking et la réfection complète de la place et de tout le site. Donc les travaux étant achevés, le marché retrouve sa place initiale à compter du samedi 31 août. Voilà. Merci. M. Comencas, est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Léonard. Je ne vais pas parler d'études, mais est-ce qu'il a été étudié les avantages et les inconvénients que le marché remonte sur la place des Arts, alors que, enfin, moi, il y a des commerçants en bas qui m'ont saisi, qui m'ont dit on est bien en bas, il y a de la place, on peut se garer facilement. Pourquoi on est obligé de remonter? Alors, je sais qu'il y a les commerçants du centre-ville qui préféreraient que le marché remonte, ça se comprend. Bien sûr. Puis les commerçants qui sont installés sur le marché qui préféreraient éventuellement rester. Pas tous, loin s'en faut. Je dis pas tous, je dis pas tous. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème avec le sol, sur le revêtement. Voilà. Donc, tout simplement, je demandais si une étude a été faite, au moins, pour savoir les avantages et les inconvénients, les pour, les contre, etc. Voilà. Alors, on trouvera autant de commerçants du marché qui ont la volonté de remonter que ceux qui ont la volonté de rester. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les choses s'équilibrent. Le principal problème est un problème sanitaire, à savoir, justement, de par ce sol poussiéreux en été, très poussiéreux, pluvieux en hiver, sans parler des branches et des diverses feuilles qui vont tomber ou se projeter sur les denrées, notamment chez tout ce qui est produits frais. Donc on a de sérieux problèmes d'hygiène. Ça, c'est le premier paramètre très important. L'autre, vous l'avez dit en préambule, il est bien sûr que un marché de plein vent, c'est une centralité de ville, c'est fait pour irriguer tous les commerces sédentaires, et aujourd'hui, beaucoup se plaignent depuis que le marché est descendu en bas, sans parler ensuite des problèmes d'accès que génère la petite descente du Ramier. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent accéder au marché, des personnes âgées ou des personnes avec des difficultés de déplacement, et même si la Kawékin fait le lien, ce n'est pas toujours facile pour un certain nombre d'individus. Donc voilà, nous avons choisi de repositionner le marché au centre de Blagnac,
Voilà, tout simplement. Pour ces raisons-là, mais en premier lieu pour des histoires d'hygiène. Hein. Tout à fait. Et j'ajoute quand même qu'il y a une commission, qui est notamment la commission d'attribution des places, et que quand ça a été présenté, ils sont susceptibles de traduire un peu ce qu'est l'attente des commerçants, et que c'était plutôt quand même la remontée qui était favorisée que le maintien. Oui. Alors que le marché en bas, il est très bien quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent. Mais le jour où il pleut ou le jour où il y a du vent, il n'est pas bien. Donc on est un peu à géométrie variable. J'ai vu ces commerçants qui disent, nous on a notre fourgon à côté, on peut alimenter les étals facilement, etc. Bon là-haut, ça sera différent. Donc c'est la question que se posait, tout simplement. C'était comme ça avant. Dans ce cas-là, je pense que nous, on va s'abstenir. On va s'abstenir sur ce point-là. Voilà. C'était déjà le cas. Posé, hein. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire des choix, on en a fait un. Bien, donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Bon, le groupe pour les Blagnaquais, qui ne participe pas au vote. Donc c'est adopté. Merci, monsieur Comencas. Alors, en l'absence de Mme Folly, je vais rapporter la délibération relative aux achats de titres restaurants. Bon, il s'agit tout simplement pour générer générer des économies, tout simplement d'échelle. On se regroupe avec les communes de Toulouse, Auxonne, Blagnac, Balmas, Saint-Jean, etc., afin que nous passions un marché commun pour l'achat des titres restaurants. Ça nous permet effectivement de bénéficier de l'effet de groupe. Et donc, on crée une convention de groupement de commandes pour pouvoir être présent dans ce groupement. Parce que ça ne pose pas de problème. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, c'est adopté. Merci. Et donc, on va passer à monsieur Bergon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, 4 délibérations concernant le SDEG, 3 rénovations et une création. La première, il s'agit d'une création sur le rond-point Aéroconstellation, donc qui va permettre aux piétons notamment de pouvoir traverser éclairés. Donc il s'agit de 4 ensembles solaires composés chacun d'un mât cylindrique de 6 mètres. Vous avez le détail dans la libération, donc avec un dispositif qui est fait d'ailleurs sur tous les éclairages, un abaissement de cette puissance le soir et la nuit en particulier. Donc le fonctionnement est décrit, 20% jusqu'à 2 heures avant le lever du jour, 2 heures avant le lever du jour jusqu'au lever du jour, fonctionnement en pleine puissance. Le coût de cette opération, c'est 17 000 € et un fonds de concours, monsieur le maire, non, c'est pas ça que je dis, 6 999. Voilà, une participation. On essaiera de le mettre à l'investissement. Participation de la commune, 6 999 €. Le deuxième, il s'agit là des rénovations. Vous savez, c'est un petit classique. On remplace les boules par de l'éclairage LED. Donc, on est toujours dans la même configuration. On attend à peu près 79% d'économie entre le passage à LED et l'abaissement, soit une économie de 720 € par an. Donc le coût, là aussi, 48 000 € et participation de la commune, 9 746 €. Le troisième concerne la rue Paul-Émile Victor. Donc toujours la même chose. Un coût donc de 14 935 €, une participation de la commune de 3 024 €. Là aussi, une économie de 81%. Et une économie qui se traduit par 395 € par an. Il fait gagner des sous, Christian, c'est bien. Oui, peu, mais enfin, bon. Si on calcule trop, il ne faut pas trop calculer la durée d'amortissement, mais enfin, bon. On est là pour la planète aussi, n'est-ce pas, mon cher collègue, mes chers collègues. Alors, le suivant, c'est la rénovation de l'éclairage public rue Maurice Utrio et Jean Miro. Donc là, c'est assez grand, long,
On a donc 144 000 euros d'investissement, mais la commune, donc 29 239. Et là, on a une économie de 78% et 2187 euros d'économie par an. Bien. Est-ce qu'il y a des demandes de complément d'information? Non. Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Monsieur Bergon, c'est adopté. Le SDEC va être content. Monsieur Bidouille. Merci, monsieur le maire. Attribution de subventions pour les façades. Si on voit le bâtiment, je ne sais pas si on le voit. La photo, pas photo? Non, bon, peu importe. De toute façon, c'est 11 rue de la Croix-Blanche. Le montant des travaux se monte à 26 761,50 hors taxes. Voilà, le bâtiment dans l'état actuel. Et la subvention est donc de 7 000 euros. Voilà. Voilà pour ça. Alors maintenant, c'est à moi. Bien, donc, effectivement, les deux délibérations qui viennent sont des délibérations qui doivent être regardées en même temps. Ces deux délibérations concernent les locaux qui sont... c'est celle-là, hein, je suis bien sur celle-là. Les locaux qui sont donc les anciens locaux des logements des gendarmes. C'est pas celle-là, c'est pour ça que je te demande. Ah ouais, c'est celle que j'ai retirée. Attends, quel c'est le numéro? Non, je vais y aller, Bien, la loi Elan, effectivement, c'est celle sur les logements sociaux et le contingent. Donc la loi Elan fait obligation aux bailleurs sociaux de définir un contingent de logements qu'ils doivent mettre à la vente. Pourquoi est-ce qu'il y a ce dispositif? C'est parce qu'effectivement, on a sacrément affaibli le financement des bailleurs sociaux et qu'on leur dit il faut reconstituer des fonds propres. Et reconstituer des fonds propres, pourquoi? Pour pouvoir financer de nouvelles opérations. Le problème, c'est qu'effectivement, la reconstitution, elle ne peut pas passer par un appel à l'épargne. Ce sont des sociétés HLM. Donc la seule solution, c'est effectivement de vendre des contingents. Et donc, on leur demande, avec un délai qui est tout à fait insupportable à tenir, puisqu'il faudrait qu'on dise ça en juillet, d'arrêter les contingents qui veulent le mettre à la vente. En plus, vous le savez, vous n'allez pas vendre un logement dont l'occupant ne peut pas partir. Et vous n'allez pas le virer. Donc, on est sur quelque chose qui est particulièrement imprécis. Et donc, moi, je me suis un peu ouvert de ces questions l'autre jour avec mes collègues de la métropole. Et les maires sont un peu dans la même situation en disant on ne sait pas trop. Donc, par rapport à cela, il y a plusieurs attitudes. Une première attitude qui consiste à écrire en disant écoutez, aujourd'hui, on ne sait pas se prononcer. Le problème, c'est que si on fait ça, on n'a pas délibéré. On a obligation de délibérer. Donc moi, je propose de délibérer négativement. Étant entendu, bien sûr, qu'on est toujours susceptible de revenir sur cette délibération quand ce sera un peu plus clair. Donc, moi, je ne souhaite pas ici qu'on s'engage sur quelque chose dont on ne connaît absolument pas les effets. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on cède les logements, ou on les cède à l'occupant, ou on les cède à un tiers investisseur. Et on va voir les bailleurs sociaux constituer des sociétés qui vont être des sociétés de tiers investisseurs pour acheter ces logements. Mais quand on sait qu'on a le calcul de la loi SRU, 25% de logements sociaux à 2025, les logements sociaux qui vont être vendus à l'occupant, pendant 10 ans, ça va bien. Ils continuent à rester dans le contingent logements sociaux. Mais ceux qui vont être vendus à des tiers investisseurs, ce qui est normal, sortent du contingent. Or, on ne peut pas, nous, aujourd'hui, dire, par rapport à cette obligation, quel va être l'impact de la vente éventuelle. D'autant que les bailleurs ne nous disent pas « je vais faire de la vente qu'aux occupants ». Donc, voyez un petit peu, aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une précipitation, et je ne veux surtout pas
ici incriminant quoi que ce soit les bailleurs sociaux. Eux, ils sont confrontés par le couperet de la date qui leur est tombé dessus. Moi, je vous propose donc, dans tous les cas, c'est le sens de cette délibération, au regard de ces incertitudes et des précisions, de donner un avis défavorable. Encore une fois, bien sûr, les bailleurs sociaux savent pertinemment que ce n'est pas quelque chose de définitif et que quand les choses seront clarifiées, on n'a jamais refusé ici, vous le savez, la cession d'un logement social quand un bailleur social nous l'a demandé. Mais pourquoi? Parce qu'on était sur des opérations qui étaient étalées. Là, c'est quoi le problème? C'est l'effet de masse. On arrive avec des masses, parce que c'est ce qu'impose la loi Elan. Voilà, c'est la raison pour laquelle je propose effectivement que nous émettions un avis négatif. Des questions? C'est clair, hein? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc c'est adopté, merci. Et on sera mené de toute manière à revenir sur cette délibération. Je poursuis, monsieur le maire. Ouais, c'est là combien? Sur la vente, alors là, c'est la 26. Merci. C'est la délibération 26. Sur la vente des anciens locaux du foyer des jeunes travailleurs à la société Cité Jardin, c'est une délibération complémentaire, sachant qu'on l'a déjà passée, mais il s'agit, nous avons décidé de créer une copropriété pour séparer les garages et la résidence. Bon, il faut savoir que le prix n'a pas changé, c'est toujours 800 000 euros. Et il y aura une création d'une quarantaine de logements que maintenant, monsieur le maire, nous appelons des jeunes actifs. Voilà. Pas de questions? Non. Puis, de toute façon, ils sont à nous. Ils sont à nous, donc s'il manque, on pourra les passer sans problème. Voilà. On maîtrise. Oui, on maîtrise le truc. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc c'est adopté. Vous poursuivez, M. Bidouille? Là, il convient de, on va voir à l'écran, il convient de constituer une servitude de passage au profit de la Languedocienne. C'est derrière la crèche, dans le quartier Andromède. Cassiopée. Et la crèche Cassiopée, c'est en vue d'entretenir l'espace qui est juste derrière la crèche. Voilà. Je peux continuer parce que là, on peut lier. Vous êtes d'accord, hein, il est présent et on les mettra au vote ensemble. Il y a une deuxième, alors là, il y a une deuxième constitution de servitude de passage au profit de la commune. Ça relie la place Catalogne au jardin sans nom. Non, au jardin, pas encore désigné. Pas encore. On laisse travailler et phosphorer les habitants du quartier. Donc, vous la connaissez tous, c'est Place Catalogne, sous l'immeuble, on passe et on arrive dans ce jardin. On peut mettre les deux, si vous permettez, monsieur le maire, aux voix. Les deux. Bon, alors je mets les deux aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, elles sont adoptées. Une bonne nouvelle, monsieur le maire, la taxe locale sur la publicité, nous proposons de ne l'augmenter que ce qui nous est obligé, à savoir 1,6%, ce qui veut dire qu'on passe du mètre carré an de 20,80 € à 21,10 €, sachant toujours que les enseignes de moins de jusqu'à 7 mètres carrés sont toujours exonérées. Bon, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, donc c'est adopté. La zone maraîchère, c'est le bilan des sessions. Nous n'avons pas eu de session cette année. Par contre, nous avons fait des acquisitions qui sont uniquement des acquisitions dans la zone maraîchère. Je le rappelle, des acquisitions de l'année 2018. Bien. Des questions? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? C'est adopté. Nous récupérons, si vous êtes d'accord, un terrain qui est situé rue des Orfèvres à Blagnac, que nous avons mis à disposition d'une société qui s'appelle Flori Promotion, en vue de construction de bureaux. Rien n'a bougé depuis, je pense, 2007 ou 2011, je ne sais plus. Donc nous proposons de récupérer ce terrain.
d'annuler la délibération, La délibération. de récupérer ce terrain. Voilà. Donc, rien ne s'était passé, c'est quelque chose, je ne sais plus depuis quand ça date. Hein. Oui. 2007 ou 2011. Monsieur Bergon, je vous en prie. Non bien, donc je vous propose d'adopter la suppression, enfin l'annulation de cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. Donc c'est adopté. Merci. Et maintenant c'est à moi. Et donc, pardonnez-moi, tout à l'heure j'avais anticipé, et pas sur le bec, je ne suivais pas bien. Donc en fait, bon, vous vous souvenez de l'opération des maisons des gendarmes à l'époque. Donc il avait été décidé sur ces maisons des gendarmes et un projet immobilier avait été initié sur lequel il y avait eu un permis non, une autorisation de cession, pardon, une autorisation de cession. Et il y a eu un recours. Ce recours a duré, puisque effectivement, c'était des processus, ont été des processus très très longs. Et donc, 2011, on est en 2019, donc vous le voyez, 8 ans. Bon, aujourd'hui, et je vais, si vous m'y autorisez, lier cette délibération avec la délibération suivante. La délibération suivante, c'est une délibération relative à ce que l'on pourrait faire de ces maisons de gendarmes. Alors, je vais le présenter comme ça. Il s'avère que depuis un certain nombre de mois, je travaille avec étroitement, même si parfois on me l'a reproché, avec le directeur départemental de la sécurité publique. Il y a aujourd'hui un réel problème sur notre agglomération, c'est que nous ne disposons pas de brigade autoroutière. Nous sommes une des rares métropoles à ne pas disposer de brigade autoroutière. Résultat des courses, dès que vous avez un accident sur la rocade, c'est la paralysie. C'est la paralysie parce que pour traiter ce type d'accident, il faut des policiers spécialisés. Et donc, la question s'est posée de voir comment on pourrait avoir cela. Et il y a aujourd'hui le service de sécurité d'intervention qui est logé à Toulouse. Le service de sécurité d'intervention, c'est le CSI, le centre de sécurité d'intervention, c'est en gros 100 policiers. Et donc l'idée du directeur de la sécurité publique, c'est de dire, mais le centre de sécurité d'intervention, moi je le verrais beaucoup mieux à Blagnac, étant entendu qu'en libérant cela, je peux créer la brigade autoroutière sur le site actuel où se situe le CSI. Donc j'ai engagé des démarches avec eux, j'ai rencontré les services immobiliers de la police nationale qui, effectivement, nous ont donné l'accord pour intervenir. Alors, il s'agirait, effectivement, en apparence à rien, d'une mise à disposition à l'euro symbolique dès lors que cet espace serait consacré à l'accueil de policiers nationaux. Et il n'est pas exclu qu'au-delà de l'arrivée de ce service de police, de ces 100 policiers, il y ait aussi une partie de la police aux frontières, notamment ceux qui font les enquêtes sur les clandestins, puissent aussi être abrités à cet endroit-là. Donc, là aussi, je vais vous demander de m'autoriser à continuer à discuter. Mais il s'avère que j'ai pu rencontrer le ministre de l'Intérieur, à qui, effectivement, j'ai fait part de ce problème, et le président de la métropole, Jean-Luc Boudin, en a fait de même. Et le 24 mai, le ministre de l'Intérieur nous a répondu en disant, conjointement avec M. Jean-Luc Boudin, maire de Toulouse, vous avez appelé mon attention sur votre souhait de doter la métropole toulousaine d'un peloton autoroutier ayant pour mission de sécuriser le réseau ainsi que la vingtaine d'échangeurs. Attentif à vos préoccupations, j'ai demandé au préfet directeur général de la police nationale un examen approfondi de cette requête. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, etc. Donc ça veut dire que progressivement, le dossier est en train d'avancer. Bien sûr, si on veut que le dossier avance, il faut aussi donner un certain nombre de gages. Et le gage, c'est effectivement de dire on travaille. Bon, il n'y a pas d'engagement, hein, sauf que le seul engagement, c'est que la police nationale, aujourd'hui, nous dit votre projet, votre proposition nous intéresse, nous sommes prêts à passer une convention. Naturellement,
Vous l'avez compris qu'une convention comme celle-là, ça se travaille. Ça veut dire effectivement que il faut que l'implantation qui sera là soit une implantation définitive de la police nationale. Alors bien sûr, les services qui seront là ne seront pas des services affectés à Blagnac. Hein. On ne va pas imaginer qu'on a 100 policiers pour Blagnac. En revanche, ça veut dire qu'on aura 100 policiers qui seront logés là. 100 policiers qui partiront en intervention en passant par les rues de Blagnac. 100 policiers qui montreront qu'il y a effectivement de la présence policière à Blagnac. Et je pense que ça, c'est important, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est dans un esprit métropolitain, permettre de pouvoir bénéficier de cette brigade autoroutière me paraît effectivement une nécessité. Pas simplement pour les Blagnacais, mais pour toutes celles et tous ceux qui sont les rocades, quand on a un pépin, sont bloqués. Et regardez les paralysies face auxquelles on est quand vous avez 5 voitures qui sont embouties. Donc il me semble que la ville de Blagnac, à partir de là, apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, on ne va pas non plus se le cacher. Ce n'est pas inintéressant de pouvoir récupérer les policiers sur notre territoire. Je vous demande donc l'autorisation, à partir de tout ce dispositif, de poursuivre, en sachant effectivement que nous pourrons bénéficier, probablement, quand les choses auront avancé, d'une convention avec la direction de la police nationale. Des questions? Oui. Et donc il y a d'abord l'abandon de la vente. Puisque, oui, tout à fait, c'est pour ça. Le projet n'est plus un projet. Voilà. Et donc c'est la mise à disposition à l'euro symbolique au service de police, de la police nationale. C'est ça, hein? Tout à fait. Bon. Et donc c'est pour une brigade, si j'ai bien compris, routière, qui va intervenir. Non, la brigade routière, elle sera ailleurs. Et alors c'est pour le CSI, le Centre de sécurité et d'intervention. D'accord, d'accord. Mais qui aura peut-être aussi à intervenir sur Blagnac ou pas? Ah oui. Bien sûr. Mais pas... C'est le centre, je ne vais pas dire, c'est des policiers qui vont être 100% sur Blagnac. Non, oui. Mais qui aura capacité à intervenir sur Blagnac. D'accord. Donc ce n'était pas la peine de fermer le commissariat alors. Il aurait fallu qu'il reste ouvert. Mais je ne sais pas qui a raconté à un moment qu'on envisageait de fermer le commissariat. Mais il est fermé la nuit. Il est fermé la nuit. Franchement, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Le commissariat de Blagnac ne sera pas fermé. Il est fermé la nuit actuellement. La nuit, voilà, exactement. Oui, mais dire que le commissariat de Blagnac sera fermé, enfin, je veux dire, c'est pas envisageable de dire des choses comme celle-là. C'est un mensonge, je suis désolé. Dire qu'il est fermé la nuit, oui. Et c'est vrai qu'il est fermé la nuit. Oui. Et bien sûr, cela étant, je pense qu'on n'est pas allé encore assez loin. Parce que pour l'instant, il est fermé la nuit, mais on a encore un policier dans le commissariat parce qu'il y a une armurerie et qu'il faut qu'il y ait un policier. Oui. Et je regrette profondément que le policier soit dans le commissariat plutôt que dans un véhicule de police qui tourne dans les rues. Oui. Bon, enfin, bref, ça c'est autre chose. Bien. Bon, sur la mise à disposition, oui. Hein, je pense que bon, là aussi, hein, c'est pas un problème de position différente entre la majorité et l'opposition. Je crois que là-dessus, on a tous intérêt à ce que les choses aillent bien de ce côté-là. Bien, donc si vous le permettez, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. C'est donc adopté et je vous en remercie. Un petit supplément de Jacques Andromède, monsieur le maire. Oui, c'est toi, non? Oui. Donc, tout le monde est au courant qu'il va être construit un conservatoire sur Andromède. La surface plancher prévue était de 3185 mètres carrés. Elle est portée à 3396 mètres carrés. Voilà, le terrain lui est échangé. Tu m'entends? Vous m'entendez? Donc il y a 200 mètres carrés environ de surface plancher supplémentaire. Très bien. Voilà. Bien, je vais mettre aux voix pour donc cette extension qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. Bien, c'est adopté. Juste parce que, dans la mesure où nous sommes sur Andromède, je voudrais porter donc à la connaissance du Conseil qu'il y a aujourd'hui un accord, même plus, une vente, d'un espace Andromède qui donc est consacré à l'implantation d'une SSR, c'est un service de rééducation, donc c'est une clinique SSR,
service de soins, de rééducation et oui, c'est soins et rééducation. Cet SSR s'implante donc sur l'îlot au nord d'Andromède. L'îlot qui se trouve tout au nord du boulevard Ziegler, juste avant le centre de maintenance du tramway. Tout à fait. Alors c'est quoi cet SSR? C'est effectivement une clinique de soins et de suite, mais qui est orientée gériatrie. D'ailleurs, c'est une clinique qui dispose de 3 gériatres. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un transfert. Hein. Cette clinique existe, alors je ne sais plus où dans l'agglomération toulousaine, elle viendrait s'implanter à Blagnac. Aujourd'hui, on est sur 69 lits. L'idée, et les discussions sont en route avec l'ARS, ce serait de passer à 80 lits. Mais, et ça me paraît intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la maison de santé, nous pourrions aussi, ils vont faire aussi une demande de 20 lits de médecine. Ce qui veut dire que nous aurions, avec la maison de santé, la possibilité d'avoir des urgences et que nous aurions aussi la possibilité d'avoir l'urgence gériatrique qui pourrait être faite dans la SSR. Donc voilà, c'est un dispositif. Bon, c'est parce que Corian est rentré en contact avec OPDA qu'ils ont fait cette proposition. Nous, on ne s'y est pas opposé, dans la mesure où, par exemple, quand une personne âgée a une mauvaise grippe, etc., pas besoin d'appeler les urgences au CHU, on peut aller sur les urgences parce qu'il y a des conventions entre le CHU et la SSR, qui est agréé centre hospitalier universitaire. Donc voilà, pour l'instant, les choses sont encore en discussion, mais quand on aura avancé, on aura l'occasion de revenir devant le Conseil pour expliquer ce qu'est cette SSR. Voilà, ça c'était une information. Conservatoire de musique et de danse, c'est fait. Ici, j'ai été adopté, ça y est. Donc maintenant, on est avec M. Bourreau sur la Garonne. Oui, alors cette délibération concerne la rive gauche de Garonne, surtout le linéaire le long de Blagnac. Donc ça, pour objet, c'est une demande de la direction départementale des territoires de clarifier un petit peu les compétences de chacun des intervenants, hein, sachant que l'État est responsable du bon écoulement hydraulique de la Garonne, ainsi que l'enlèvement des éventuels embâcles. La métropole gère les pistes cyclables, le jalonnement et le réseau pluvial. Et la ville de Blagnac fait tout le reste, c'est-à-dire la gestion des espaces naturels, la régénération des plantations, l'entretien et la mise en sécurité du piétonnier qui court en bord de Garonne. Voilà, donc c'est une convention qui est valable pour les 5 prochaines années. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? C'est adopté. Merci, M. Bourreau. Donc, nous passons aux délibérations concernant Madame la Première Adjointe, Monique Combe. Alors, il s'agit, Monsieur le maire, d'accepter donc voilà, une subvention exceptionnelle versée par la CAF qui est liée à l'accueil que nous avons mis en place d'enfants porteurs de handicap. Tout ça sont les 4 structures de la petite enfance. Tout à fait. Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle, pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? C'est donc adopté. Madame Cojol. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'adopter la convention de partenariat 2019 avec le groupement d'intérêt public Réussite éducative. L'adoption de cette convention nous permettra d'obtenir une subvention de 94 714 € qui correspond aux 108 parcours de réussite éducative qui ont été réalisés en 2018. Et en 2017, on en avait réalisé 75, donc une augmentation conséquente du nombre de parcours pour ce dispositif. Tout à fait. Et votre modestie vous empêche de dire qu'on regarde le travail de la réussite éducative de Blagnac avec beaucoup d'intérêt ailleurs dans la métropole. Hein? Nous sommes effectivement assez souvent cités comme exemplaires sur ce dispositif. Et je voudrais le souligner et que vous fassiez part à nos équipes, effectivement, que le conseil municipal a pris connaissance de ce sacrifice. Je mets aux voix.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? C'est donc adopté. Et je vais passer la parole à Madame Bassette, puisque M. Lérier n'étant pas là, je vous demande de rapporter ce dossier que vous connaissez très bien. Oui, en fait, là, il s'agit juste donc d'actualiser le règlement intérieur du conservatoire, mais vraiment à la marge, pour le mettre en cohérence avec le projet d'établissement. Et donc la marge, c'est le mettre en conformité avec les usages et d'étendre le droit à l'image à 3 ans. Il faut savoir que ce règlement sera vraiment retoiletté lors de l'installation du conservatoire sur Andromède, puisque le projet d'établissement est en train d'être revu pour être vraiment en osmose avec ce nouvel établissement. Merci. Donc, il n'y a pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Et donc, c'est adopté. Puisque vous avez la parole, Madame Bassette, vous la gardez? Je la garde, oui. Alors, nous ne sommes pas scène nationale au niveau d'Audi-Sud, mais nous avons toutefois une convention qui nous lie à l'État et au Conseil régional concernant une labellisation scène conventionnée d'intérêt national. Cette convention a été signée pour une durée de 3 ans, 2016, 2017, 2018, et elle nous engageait concernant les musiques anciennes et nouvelles. Or, la nouvelle appellation nous permet de nous positionner dans un nouveau domaine, art, enfance, jeunesse. Et la prolongation donc de 1 an de cette convention, elle va nous permettre de nous mettre en parfaite conformité par rapport à cette nouvelle appellation. Il s'agit de démontrer que nous sommes au rendez-vous dans ce domaine concernant les objectifs de diffusion, de création, de coproduction et d'action culturelle en direction du jeune public. Et donc cette délibération est en lien direct avec la suivante, puisqu'on vous demande donc de nous permettre de demander à la DRAC de nous attribuer l'appellation scène conventionnée d'intérêt national pour le programme d'action artistique et culturelle Art, Enfance, Jeunesse. Tout à fait. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que tant que nous sommes sur ce type de label avec l'État et en conventionnement, nous pouvons continuer à être en régie. Si nous avions souhaité passer à l'étape supérieure, la régie, il n'y a véritablement aucune raison objective. Sauf que on nous dit, ah non, ou il faut passer et créer donc un établissement public indépendant avec un directeur qui soit nommé et qui représente la collectivité, même pas les élus dans le cas précis. C'est le directeur qui représente la collectivité, ou une association, ou a fortiori, bien sûr, une structure privée. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait véritablement dommage de perdre cette spécificité que nous avons. On a démontré la capacité, là encore une fois, dans une gestion directe en public, d'assurer le petit équilibre que nous assurons au Sud. Donc je pense qu'on va rester sur ce type de convention avec la DRAC plutôt que... Puis en plus, très franchement, je pense qu'on n'aurait pas eu forcément beaucoup de chance d'avoir le label de scène nationale, étant entendu qu'on vise plutôt un certain nombre de territoires autres que les grands territoires métropolitains. Voilà. Donc je mets aux voix. Vous voulez intervenir, monsieur Dumoulin? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Merci, madame Bassette. Donc c'est adopté et on passe à vous, monsieur Maffry. Merci, monsieur le maire. On est dans le cadre du dispositif Bourse au projet jeune. On a déjà expliqué le dispositif. Donc là, il est proposé une bourse de montant de 1 000 € soit attribuée à Sacha Melier, qui représente l'association Gims Est La Gomme. Il représente le groupe et s'engage donc à leur nom de respecter les conditions de la bourse. Donc le projet, il s'inscrit sur un volet solidarité internationale et action humanitaire sur la thématique solidaire et développement durable. Il a pour but d'apporter du matériel scolaire, sanitaire et sportif dans les écoles défavorisées de l'Europe de l'Est, dans le cadre de l'EuropeRed 2019, qui aura lieu du 27 juillet au 17 août 2019. Et en contrepartie donc, de cette bourse, ils partageront leur expérience localement auprès des collégiens, Guillaume et Mermoz, des lycéens de Saint-Exupéry, du CMJ, des étudiants de l'IUT et du CFA, et rédigeront donc un article de presse pour médiatiser leur projet. Voilà. Si vous me permettez, monsieur le maire, dans la dynamique aussi, avant de passer sur la bourse BAFA qui suit, enfin, il faut valider d'abord. Il faut valider d'abord. On va mettre au voix. Oui, mettre au voix. Oui. Donc, qui est contre?
Qui s'abstient, qui ne participe pas, c'est adopté. Donc, poursuivez. Oui. Avant de passer au dispositif BAFA, parce que vous l'avez dit dans votre préambule à l'introduction, c'est vrai qu'on a, on a pas mal d'initiatives extrêmement intéressantes. Vous avez cité le Collège Mermoz, donc la première étape de la fresque avec une équipe éducative sous l'autorité d'un couteau qu'on peut quand même féliciter aussi, qui va se poursuivre, puisque le collège va rester pilote et on va bénéficier de la dynamique de l'arrivée de CISART et de l'école des arts urbains. Mais c'est à côté, le collège Guillaume a réagi, j'ai envie de dire aussi, puisqu'on est en pleine réflexion sur un travail alors sur un sujet de société, sur les violences faites aux femmes notamment, et de nombreux collégiens nous ont interpellés, Pascal Bourreau et moi-même, sur une réflexion, et le graphe aussi sera utilisé à travers ce projet. J'ai envie de rajouter aussi les chantiers jeunes. On a participé ensemble. C'est plus de 130 candidatures et 60 jeunes qui ont été retenus sur les chantiers jeunes nouveaux, estivités. Donc les jeunes participent à la dynamique des estivités, autant sur la logistique, mais sur aussi l'animation. Et bien sûr sur la rénovation du patrimoine communal sous la tutelle du centre technique municipal, avec des agents qui parrainent donc ces jeunes et qui peuvent aussi bénéficier d'une première expérience professionnelle. J'ai envie de rajouter un dernier point, je monopoliserai pas plus la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur Marfray, allez-y. Je demande l'autorisation. Informez, nous sommes là pour ça. Un chantier intéressant aussi en lien avec le service de Monique Combe, de la direction en face éducation, le chantier VVV qui sont destinés à la politique de la ville, et des jeunes du quartier donc éligible, le quartier des Baradelles, ont investi pleinement la LSH des prêts, sur le détournement des urbains aussi. Et puis pour ceux qui ont l'occasion de fréquenter ou de passer par Saint-Nazaire Pré, je vous invite à aller voir les fresques qui ont été réalisées d'une haute qualité. On a pu les féliciter. Voilà, donc j'avais envie d'insister sur la dynamique jeunesse locale qui s'affirme et qui, on a tout intérêt, bien sûr, à soutenir. Merci, monsieur Maffray. Mais vous proposez quoi comme délibération? Parce que maintenant, moi, il faut que je puisse délibérer sur la bourse au BAFA. La bourse au BAFA. Ah. Non, oui, faites court. Alors, je vais faire court pour la bourse BAFA. Vous connaissez ce dispositif, parce que j'ai déjà plusieurs fois présenté. Par contre, un point essentiel, la bourse BAFA nous permet aussi d'alimenter les équipes ALAE, les équipes ALSH, et le service jeunesse aussi, de façon temporaire, pour permettre donc aux jeunes enfants, dès la rentrée scolaire, de bénéficier des projets pédagogiques et d'animateurs dynamiques pour bénéficier d'une qualité ALAE, ALSH. Voilà. Merci. Donc, je mets au voie cette délibération sur la bourse BAFA. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, c'est adopté. Je voudrais quand même que vous transmettiez, je pense qu'au nom de tout le Conseil, bien sûr, que vous encouragiez cette équipe jeunesse à poursuivre. C'est vrai que vous auriez pu passer une partie de la soirée à nous expliquer tout ce qu'on fait, mais il y en avait assez comme ça, c'est bien. Et c'est important parce que c'est le moment, et véritablement, c'est important. Donc, transmettez aux équipes véritablement les remerciements du Conseil par rapport à ce qui est fait. Ça sera transmis. Bien, une autre délibération, Madame Folly n'étant pas là, il s'agit de l'adoption du règlement intérieur de l'école municipale de natation. Bon, là aussi, comme un peu tout à l'heure pour le règlement du conservatoire, sauf qu'il voulait intervenir, monsieur. Allez-y. Ah, mais non, moi, je n'avais pas vu que c'était. Allez-y. Oui, c'est juste l'entrée en vigueur d'un règlement intérieur pour l'école municipale de natation, qui s'inscrit dans le respect du règlement intérieur des piscines, avec notamment la référence à la laïcité et la protection des données relatives aux usagers. Voilà. Très bien. Bon, ça marche bien, quand même, cette école. Bien, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. C'est adopté. Monsieur Bourreau, ne nous parlez pas de la pluie ou du gros temps. Je vais vous parler des personnels. Donc la délibération 44, c'est une modification de durée hebdomadaire, en accord avec les personnels concernés, bien évidemment. La 45, ce sont les mises à jour de l'état des mises à disposition des personnels auprès des clubs et de la MJC des Arts. Donc il y a quelques modifications, toujours vues bien sûr avec les personnels. Bon, on va peut-être... on peut les regrouper. On va adopter les deux et puis après on finira avec les autres. Monsieur Bourreau, ça vous va? Oui, s'il y a des questions.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? C'est adopté. Donc les créations d'emplois. Alors la 46 comme la 47, ce sont les traditionnelles délibérations de cette époque de l'année. Hein. C'est pour permettre au service de fonctionner, avec aussi le recrutement d'emplois saisonniers pour les mois de juillet et les mois d'août. Très bien. Donc, et la 40, on peut la mettre aux voix peut-être? Les mettre aux voix, oui. C'est les tarifs. Et la 48, c'est la modification des modalités de remboursement des frais de déplacement, hein, qui fait suite à un nouveau décret national, avec une légère augmentation. Ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'augmentation. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc c'est adopté. Merci, M. Bourreau. Pour terminer, la dernière délibération que je vous propose, en fait, c'est une délibération qui est celle de l'Association des maires de France. L'Association des maires de France a pris une délibération, enfin, ou tout au moins a proposé aux maires de prendre une délibération, au mairie de prendre une délibération pour dire, bon, ben, OK, on a donné, maintenant on a assez donné. Donc, la baisse des dotations, la mise en permanence, c'est-à-dire, on observe quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'on ponctionne les collectivités locales, mais quand ça va mal, on dit « Ah, il faut se retourner vers les maires, il faut se retourner vers les élus locaux pour prendre en compte la situation. » C'est-à-dire qu'effectivement, moi je veux bien qu'on appelle les élus locaux, mais on ne peut pas en même temps leur dire « Attends, on va te prendre tous tes moyens, et puis quand on a besoin de toi, on va t'appeler. » Je crois que c'était assez révélateur du grand débat et de ce qui s'est passé sur le retour vers les élus locaux. Donc l'Association des maires de France a dit « OK, on a donné, bon maintenant vous vous calmez et vous nous laissez fonctionner ». Donc moi je pense qu'il est important de soutenir l'AMF et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette délibération. Les choses sont politiquement très équilibrées à l'AMF entre les différentes composantes politiques pour que nous puissions adopter cette délibération sans problème. Je vous la soumets. Oui, bien sûr, monsieur Léonard. Petite réponse concernant la taxe d'habitation. Comment? On a une petite réponse concernant la taxe d'habitation. On a une réponse, par l'État, oui. Puisque ça serait la taxe foncière des départements. Perçue par les départements qui serait versée aux communes. C'est ça? Tout à fait. Alors avec, bien sûr, un plafonnement correspondant au montant de la taxe d'habitation, sauf pour les communes rurales, oui, pour lesquelles ce serait le montant, même s'il est supérieur à la compensation de taxe d'habitation. Franchement, tout de suite, ça va. Mais en termes prospectifs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Blagnac. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Blagnac quand on... Parce que bien sûr, on va dire, dans un premier temps, on plafonne, mais après, la croissance des bases, on l'aura. Et donc, la croissance des bases signifie qu'effectivement, si nous avons... Puisque ce sera un impôt local. Et donc, si c'est un impôt local, certes, on sera écrété pour partie, mais on ne pourra pas être écrété sur la croissance des bases. Donc, en termes prospectifs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bien, donc je mets au voie la délibération de l'AMF quand même, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, c'est adopté. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Alors juste peut-être une information, Madame Combe, sur les ouvertures de classe, parce que vous risquez d'être interrogé là-dessus, comme ça vous aurez les réponses. Tout le monde ait connaissance, donc nous allons avoir une ouverture de 4 classes à la rentrée prochaine. Donc ça concerne l'école des Persides, l'école Vecnet et l'école Jean Moulin. Parfait. Bien. Mais écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Pour ceux qui en prennent, de très bonnes vacances. Et on se retrouve à la rentrée. Bonne soirée.